Pendant longtemps, en Côte d'Ivoire, les crises sociales ont rythmé la vie publique. Grèves, tensions, bras de fer entre syndicats et État. Mais depuis une décennie, un mot s'est imposé comme un pilier de stabilité. Un groupe de mots même, la trêve sociale. Un engagement fort, suspendre les grèves pour privilégier le dialogue. Un choix stratégique pour préserver la paix sociale. Mais à quel prix? 10 ans après, une question s'impose. La trêve sociale a-t-elle réellement amélioré la vie des travailleurs ou a-t-elle simplement contenu les frustrations? Bonsoir à tous, bienvenue dans le débat et ce soir nous parlons de la trêve sociale. 10 ans après, bilan et perspective. Avec sur ce plateau Soro Nyenagafol, le directeur général de la fonction publique, et face à lui, Soro Mamadou, le secrétaire général de la centrale Humanisme, SG donc de la centrale Humanisme, porte-parole du G8, les 8 organisations signataires des 2 trêves sociales, notamment l'UGTCI, Dignité, FESA, UNATERCI, Humanisme même, PFN, ITCI et COSIFOP. Il est aussi président adjoint pour l'Afrique de la Confédération syndicale internationale. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Soro. Merci à vous, c'est un plaisir. On est dans le ton de la fête du travail. C'est cela. Monsieur le directeur général, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Ouais, ce n'est pas un duel, hein, ce n'est pas syndicat contre la fonction publique. Nous sommes, voilà, dans le dialogue social. Dans le dialogue social. Exactement. C'est cela. Et vous avez cette tablette. Cette tablette, vous pouvez l'utiliser, scannez le code QR qui s'affiche au bas de votre écran, vous nous envoyez votre question et je me ferai fort de la poser à nos débatteurs. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, chers invités. Pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire a fait le choix du dialogue plutôt que de la confrontation sociale. Moins de grèves visibles, un climat globalement apaisé, mais aussi des attentes toujours fortes. Quels sont les véritables acquis de cette trêve sociale? A-t-elle transformé durablement le paysage social ivoirien? Élément de réponse avec Davis Oyo. Regard particulier sur la vie des fonctionnaires et agents de l'État. S'agissant des fonctionnaires. Depuis l'accession au pouvoir du président Alassane Ouattara, la prise en compte de leurs revendications a été facilitée par des attentes. Le 17 août 2017, une première trêve sociale est signée sous le gouvernement du Premier ministre de Feu Amadou Gon Coulibaly. Cet accord visait principalement à apaiser le climat social après des mouvements de grève, à payer le stock des arriérés de salaire estimé à plus de 249 milliards de francs CFA, ainsi que d'autres mesures nouvelles. 5 ans après l'application, soit le 8 août 2022, intervient la seconde trêve sociale, signée sous l'égide du Premier ministre Patrick Achi. Cet accord paraît plus ambitieux. Il prévoit jusqu'en 2027 des revalorisations salariales et des indemnités, notamment. Plusieurs réformes sont en marche depuis sa signature. Revalorisation de l'indemnité de logement et des allocations familiales. Extension de la prime d'incitation. Suppression des cours du mercredi dans le primaire. Merci. Et récemment, la prime ado. Les principales centrales syndicales signataires de cet accord sont l'UGTCI, la FESACI, la centrale Dignité, la centrale Humanisme, l'UTRCI, la plateforme nationale, l'IFC et la COSIFOP. Ces accords ont permis de stabiliser le climat social, d'augmenter le SMIC et les salaires des fonctionnaires et agents de l'État et de verser près de 209,8 milliards de francs CFA de primes. Malgré ces avancées, des attentes demeurent. Merci beaucoup, Davis Oyo. Monsieur le directeur général, 10 ans après, est-ce que vous pouvez dire que la trêve sociale est un succès pour la Côte d'Ivoire? Bien, merci bien, M. Diaby, pour l'occasion que vous nous donnez au cours de ce débat de revenir sur les acquis de la trêve sociale. Et répondant à votre question, je peux répondre, sans risque de me tromper, que oui, c'est un succès. Un vrai succès parce que ceux qui suivent un peu l'évolution du monde du travail en général et le monde de la fonction publique en particulier, ils savent que les relations entre le gouvernement et les syndicats étaient marquées par des confrontations, des crises et des mouvements d'humeur, de défiance, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il y ait un changement de paradigme et en toute responsabilité,
les parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement et les organisations syndicales, ont décidé de changer d'approche, de paradigme et d'épouser une nouvelle voie de discussion. C'est le dialogue social. Et depuis 2017, on dit d'une crise peut naître des opportunités. La crise de janvier 2017 a fait naître cette prise de conscience qu'il était possible de discuter dans un environnement apaisé, calme, et d'obtenir des résultats probants sans aller à des crises. Et depuis 2017, effectivement, cela est devenu presque une culture de nos relations entre l'administration et les syndicats. Et depuis lors, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de gains ont été obtenus, aussi bien pour les travailleurs, les fonctionnaires, que pour l'administration. Parce que la trêve sociale profite aux deux parties, à l'administration, mais aussi aux travailleurs. Donc aujourd'hui, à l'heure du bilan, en tout cas, on peut se satisfaire de constater que dorénavant, les acteurs ont compris qu'il faut se retrouver autour d'une table, adresser les questions, trouver ensemble des solutions et les inscrire dans un planning de mise en œuvre. Donc c'est un succès et nous ne pouvons que saluer cela. Monsieur le porte-parole du G8, les 8 organisations signataires, cette trêve sociale, un succès? Oui, c'est un nouvel outil qui est en construction et en développement. Un succès? Donc, il y aura effectivement des phases de succès, mais comme c'est un outil qui est appelé à se développer, il y aura aussi des attentes qui demeurent. Un succès, pourquoi? Parce qu'il faut noter que le dialogue social que nous avons mis en place comme outil de gouvernance est une volonté des 3 parties prenantes du monde du travail, à savoir l'État, les gouvernements, les patronats de chaque pays et les centrales syndicales de tous les pays. Et vous savez, du fait de la spécificité du monde du travail, au niveau international, une structure spécialisée de l'ONU a été créée, qui est l'OIT, et qui a son bureau opérationnel, qui est le Bureau international du travail. Avec eux, au centenaire de son existence, nous avons dû regarder ensemble le chemin parcouru en matière de droit du travail. Et nous avons constaté qu'en matière de normes, de droit et de législation, il y a eu progression. Mais en matière de consolidation donc, du dispositif de protection sociale et des rémunérations, la courbe était descendante. Donc il a fallu regarder quelles étaient les causes. Et ces causes ont été donc étudiées, planifiées. Et nous sommes arrivés à la conclusion que c'était la nature de la relation entre les centrales syndicales, les travailleurs et le patronat d'une part du secteur privé et le patronat qui était du secteur public, les gouvernements. Donc, un nouvel outil a été donc réfléchi, expérimenté et adopté à la conférence internationale du travail de Genève par toutes les 3 parties des 181 pays. Donc, de retour au pays, effectivement, si nous avons constaté qu'il y avait la crise de 2017, nous avons donc convoqué nos signatures et nos votes de la conférence internationale du travail pour dire qu'il est temps que l'instrument que nous-mêmes nous sommes volontairement donné, il était temps de le mettre en œuvre en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a amené cette première trêve sociale, mais comme elle a été conclue dans un climat de crise, ce n'était rien d'autre qu'une trêve sociale compensatoire. Et la deuxième trêve que nous avons signée, c'était la forme de transition pour arriver à la gouvernance sociale durable. C'est l'objectif que nous voulons atteindre. Donc, vous avez vu que la seconde trêve a été donc engagée dans un environnement apaisé. Il n'y avait pas de pression de toutes parts. Et vous voyez que le résultat qui a été obtenu en 2022 est de 1115 milliards au départ. Aujourd'hui, nous pouvons aller au-delà. Et l'accord qui a été signé au moment où il y avait effectivement la pression, il était de 357 milliards de francs CFA. Donc vous voyez, celui qui a été conclu dans un environnement de paix est 3 fois celui qui a été conclu au moment où on était en crise. Ça, c'est un. Mais des 2 trêves, nous pouvons dire que les centrales, le gouvernement et le patronat de Côte d'Ivoire a travaillé sur 3 segments importants.
les questions de normes du travail, la législation, le droit. Vous voyez, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a eu, par le dialogue, la signature de la Convention 122 relativement au droit à l'emploi et au travail décent. Ça nous permet de mettre en œuvre la politique nationale sur l'emploi et le travail décent en Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi la ratification par l'État de Côte d'Ivoire de la Convention 176 sur la santé et sécurité dans le monde des mines. Parce que c'est un monde qu'il faut vraiment ordonner, structurer et accompagner. Il y a aussi la ratification de la 188 sur la pêche, qui est un domaine aussi vaste, mais on peut désorganiser avec les petits pêcheurs qu'on appelle communément les bozos qu'il faut structurer. Et enfin, il y a eu la Convention 189 qui a été ratifiée par la Côte d'Ivoire sur le travail domestique, où chacune et chacun de nous est interpellé. Parce que ces travailleurs de maison, effectivement, qui sont souvent utilisés même pour faire le petit commerce pour la maison, souvent même le travail de nuit, etc. Et ça, nous pouvons maintenant prendre des lois, des mesures pour bien encadrer et faire en sorte que ce soit des métiers structurés qui puissent... Le deuxième niveau sur lequel nous avons travaillé, ce sont les dispositifs de protection sociale. Vous avez vu, nous avons participé à améliorer effectivement l'extension de la couverture maladie parce que une étude de la Banque mondiale avait démontré que 40% des revenus des ménages étaient utilisés pour faire les dépenses de santé mensuellement. Donc il fallait agir sur la réduction de ces dépenses et ce sont les couvertures maladie universelles qui pouvaient le faire. Les centrales et les travailleurs se sont impliqués pour qu'on aille vite dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Nous avons mis aussi en place, pour le secteur informel, où il y a plus de 90% des travailleurs, le régime social des travailleurs indépendants, le RSTI, qui est donc la possibilité pour les travailleurs du secteur informel de cotiser journalièrement selon leurs revenus, ou hebdomadairement, ou mensuellement, ou trimestriellement, mais avec la possibilité demain, lorsqu'ils auront atteint le 3e âge, l'âge de la retraite, de pouvoir bénéficier d'une pension. Mais aussi, il y a aussi d'autres prestations que la CNPS leur offrira en cas d'accident de travail, quand ils seront donc en situation difficile au niveau de leur travail. En cas de vulnérabilité quelconque, maladie poussée, la CNPS prend la relève pour donner une rémunération de substitution. C'est ça. Et le 3e segment, nous avons travaillé sur les questions de rémunération. Et c'est ainsi que vous avez vu tout ce qui a été acquis. Aujourd'hui, nous déclarons 2970 milliards d'acquis en 10 ans. Or, de 1964, date du premier code du travail, à 2017 où nous étions, c'est environ 800 milliards que nous avons acquis pour les travailleurs. Donc vous voyez que le nouvel outil nous permet d'aller vite parce qu'il y a un climat de confiance qui s'instaure entre les différents partenaires. Mais il faut saluer effectivement le président de la République qui a fait que la transition que nous recherchons, qui est de passer d'une trêve sociale compensatoire à une gouvernance sociale durable, est en voie. Parce qu'à la signature de la 2e trêve, nous sommes en train de mettre en place les structures du dialogue social au niveau du secteur public. Les comités sectoriels de dialogue dans tous les ministères de Côte d'Ivoire. Leur relais plus élevé avec le comité consultatif du dialogue social de la fonction publique et aussi avec un comité consultatif plus fort qui parle des grandes questions thématiques et un comité de suivi de la trêve qui a la primature. Donc nous allons tout doucement faire en sorte qu'à la 3e négociation, nous soyons dans un pacte de gouvernance sociale durable. Et non une trêve sociale encore qui va être compensatoire. Alors, vous avez donc décidé de suspendre les grèves pendant plusieurs années et avec du recul, à vous entendre, ce choix a été bénéfique pour les travailleurs. Oui, puisque ce que nous obtenons, c'est sans écueil, sans blessure aucune. Mais en même temps, le dialogue social nous permet d'élever notre niveau intellectuel, mais surtout de moderniser la gestion de nos syndicats. Mais aujourd'hui,
à l'ère de l'intelligence artificielle, on n'a même plus d'alternative. Parce que chacun veut élever son niveau intellectuel, ses capacités de proposition. Donc, tenter de rester dans le syndicalisme de la relation confrontationnelle, vous ne les aurez plus puisqu'il s'agit maintenant de digitaliser tout. Donc, si tout va si bien, mais il n'y a pas si longtemps, monsieur le porte-parole du G8, il n'y a pas si longtemps, le secteur de l'éducation, c'était chaud. oui, mais écoutez, quand un dispositif est nouveau, il faut un petit temps pour non seulement former... Ça fait 10 ans. Nouveau en comment? L'outil n'est plus nouveau. Mais je vous ai dit, c'est au centenaire de l'OIT. 10 ans devant 100 ans, monsieur. Vous voyez le ratio. Mais je dis, il est aussi nouveau. Puisque nous-mêmes, en tant que syndicalistes, nous étions nés dans le syndicalisme de confrontation. Donc, vous comprenez que nos consciences n'avaient pas autre aperçu. Et c'est maintenant que nous-mêmes, nous l'avons étudié, que nous devons partager, former nos propres camarades. Mais, de vous à moi aussi, l'administration, les ministres, ont-ils la formation du dialogue social? Les directeurs de cabinet ont-ils la formation? Les DRH des ministères ont-ils telle formation? Non. Donc, il faut que nous insérons la formation dans les deux camps, l'État et les syndicats. Pour aboutir dans les deux parties, il y a ceux-là qui n'ont pas cette science, parce que c'est une science, pour pouvoir agir correctement. Et aboutir à cette gouvernance sociale que vous appelez de tous vos vœux. Durable. Ouais. On parle souvent de stabilité sociale, monsieur le directeur général de la fonction publique. Cette stabilité, j'imagine, c'est traduite par une amélioration des conditions de vie des travailleurs. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Oui, merci beaucoup. Je crois qu'il en a parlé. Si on part de la première trêve sociale, il y avait déjà un gros contentieux qui était sur la table, c'est la question des stocks des aérés, c'est-à-dire des mesures qui avaient été actées, mais qui n'avaient pas été payées en totalité, et qui avaient donc constitué des restes à payer. Et c'est ce qu'on appelait tous le stock des aérés. Et donc ça a été un élément de la première trêve sociale et qui a permis, sur 8 années, de solder ce passif. Mais à côté de cela, il y avait la grosse question de la réforme de la retraite, des pensions, avec la réforme de l'IPSC-GRAE, où il y avait vraiment beaucoup de mesures nouvelles qui avaient, on va dire, heurté l'acceptation des syndicalistes et qui avaient également posé cela comme condition ou comme préoccupation. Et au cours de cette première trêve sociale, ces questions également avaient été réglées, même si la question du taux d'annuité liquidable, qui était de 2%, qui est descendu à 1,75, est resté à 1,75. Mais en tout cas, globalement, sur la première trêve sociale, voici des acquis qui avaient été obtenus. En ce qui concerne la deuxième trêve, qui est en cours depuis 2022, là, comme l'a rappelé tout à l'heure le porte-parole du G8, M. Soro Mamadou, c'est un accord qui s'est déroulé dans une situation d'accalmie, dans une situation de responsabilité, où les acteurs se sont retrouvés et ont fait le bilan de la première trêve sociale et ont mis sur la table les préoccupations à analyser au cours de la trêve sociale en cours. Et dans ce cadre-là, il y a eu, de manière apaisée, beaucoup d'avantages qui ont été concédés aux fonctionnaires. Alors, on a des dispositions administratives, mais ce qui a retenu l'attention de beaucoup de personnes, ce sont les dispositions financières. Mais il n'y avait pas que les dispositions financières, parce qu'entre autres, il y avait la question du nouveau statut général de la fonction publique, qui était une attente forte des organisations syndicales, et cela a été fait, puisque depuis 2023, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une nouvelle loi portant statut général de la fonction publique. Il y avait les cadres de discussion, comme il a rappelé le comité consultatif de la fonction publique, qui est le cadre dans lequel toutes les questions transversales à caractère donc financier sont discutées, donc qui a été également réactivé et mis en place. Et c'est un comité qui est constitué paritairement de l'administration et les syndicats, à raison de 8 représentants par organisation. Et à côté, évidemment, il y a eu la revalorisation de tout ce qui est indemnité contributive au logement et sa généralisation. Parce qu'il faut dire qu'avant, il n'y avait que certains fonctionnaires qui avaient cette indemnité.
Elle a été donc généralisée, mais revalorisée en même temps. Donc, c'est deux actions qui ont été faites en août 2022. Il y a eu la revalorisation de l'allocation familiale, qui était de 2 500 depuis les indépendances par enfant, et qui est passée à 7 500 à l'occasion de cette trêve sociale. Il y a eu également l'indemnité de transport, qui a été revalorisée, qui est passée de 2 000 à 10 000, à 15 000, à 20 000 selon les régions, les zones, voilà, selon les zones. Voilà. Donc, il y a eu un ensemble de mesures qui ont été comme ça revalorisées, et il y a eu une innovation, une institution, c'est la prime exceptionnelle de fin d'année que les travailleurs eux-mêmes, c'est-à-dire les fonctionnaires, ont baptisé la prime ado, qui donc, dans sa première mise en œuvre, était payée à 1/3 du salaire indiciaire de base du fonctionnaire, et qui, depuis cette année, encore, le président de la République a décidé de porter cette prime à 2/3 de son montant. Donc, voici un ensemble d'éléments vraiment que les fonctionnaires ont acquis. Mais comme je le dis souvent, on reste sur les questions financières, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, il a dit, dans cette culture du dialogue social, on a mis en place des organes. Et dans chaque ministère aujourd'hui, il y a un comité de dialogue social sectoriel. C'est ça. L'idée, c'est de ne plus être dans une confrontation et d'avoir un cadre dans chaque ministère pour adresser les questions. Les questions qui relèvent de la gouvernance d'un ministère se règlent à ce niveau déjà, à ce niveau des paliers. Et lorsque la question transcende ce ministère, alors elle est portée au niveau du ministère de la fonction publique et plus généralement au niveau du gouvernement pour trouver une solution. Donc, dans cette dynamique, on devrait avoir une relation de travail responsable, une relation de travail apaisée, parce que ce qui envoie les crises, c'est le manque de confiance, c'est la suspicion, c'est l'absence de transparence. Or là, on est dans un cadre où tout le monde participe, c'est co-construit, co-géré, et les syndicalistes voient ce que fait l'administration, et l'administration est en mesure de leur expliquer les contraintes, les perspectives, et également... Et tout ça dans un climat vraiment apaisé. Voilà, c'est vraiment dans un climat apaisé et de confiance. Et de confiance. On se parle, on s'entend, on s'écoute, et puis c'est bon. Voici des éléments, des éléments de satisfaction, je suppose. Mais vous avez parlé tout à l'heure de succès, mais aussi d'attente. Est-ce qu'il y a des revendications assez importantes, des revendications majeures qui ne sont pas entendues par la partie État, gouvernement, ou qui sont plutôt mises en attente? Je pense qu'il faut serrer en 3 segments: le secteur public, le secteur privé, formel, et le secteur des travailleurs indépendants. Informels. Pour le secteur public, je pense que les comités sectoriels n'ont pas évolué comme on l'aurait souhaité. Mais nous avons compris qu'il s'agissait du manque de la formation. Et donc, actuellement, avec eux, à l'intérieur du comité consultatif, nous sommes en train d'adresser la question de la formation de tous les acteurs et de toutes les parties prenantes. Ben, si cette formation n'est pas faite et décentralisée jusqu'à dans les directions régionales, vous allez voir qu'il y aura une hésitation dans les cadres, chez les cadres qui sont dans l'administration. Et c'est lorsque cette formation sera faite au niveau de l'administration et au niveau donc des syndicalistes que nous sommes et des travailleurs, que cela deviendra un outil participatif de gouvernance. Deuxième élément que je puis noter, c'est que devant des préoccupations à caractère de gouvernance propre à certains ministères, les ministères n'ont pas mis des personnalités capables de remonter rapidement les conclusions des discussions sectorielles de leur département à l'effet de pouvoir prendre des mesures propres aux différents ministères. Si bien que pour cette partie, pour ces 2 années, mais c'est pour les 5 ans derniers, puisque c'est là qu'on a mis le comité sectoriel, les gens ont eu l'impression que les comités sectoriels, il s'agissait de discuter et que, bon, après, il faut tout prendre et ramener au-dessus. Et leur attente était plutôt de regarder
au-dessus, qu'est-ce qui était décidé. Mais tout ce qui était propre en matière de gouvernance, même en matière financière, capable d'être supporté par les départements ministériels, cela se devait d'être réglé. Mais c'est l'insuffisance. C'est cela, monsieur le directeur général. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc nous sommes en train de travailler à corriger et à se préparer pour mettre des dispositifs pour corriger ces mécanismes. Le troisième élément qu'on peut noter au niveau donc, du secteur public, c'était que des problématiques où on a pensé que le cycle devait être un cycle de 5 ans. Et lorsqu'on allait atteindre la gouvernance sociale durable, on pourrait regarder le cycle s'il pouvait être amélioré pour que ce soit un cycle soit annuel, etc. Mais les comités sectoriels allaient prendre une efficacité de telle sorte que le cycle pourrait être annuel. Mais nous allons y travailler pour y arriver. Au niveau du secteur privé formel, il faut dire que là, il y a eu anticipation sur la question du dialogue. Le patronat de Côte d'Ivoire, ayant vu les réflexions qui étaient faites, a amené les centrales à mettre en place la commission indépendante permanente de concertation. Si bien que vous avez vu que nous avons pu évoluer 52 ans après sur la question du SMIC en 2016. Et ça a été la première révalorisation dans le cadre de la CIPC et qui a été donc ratifiée par la CCT et le gouvernement l'a validée. Et vous voyez qu'en 2022, nous avons pu encore nous retrouver 3 ans après pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait la deuxième révalorisation. Et présentement, nous avons fini à l'intérieur de la CIPC sur la 3e probable révalorisation. Vous voyez, en l'espace de 15 ans, de 10 ans, 3 revalorisations. Or, nous avons mis, au moment où il y avait l'ancienne relation entre travailleurs et patronat, 52 ans sans aucune augmentation catégorielle. Alors, tout va bien, selon monsieur. Et pour la 3e partie, c'est là qu'il faut travailler sur le secteur informel. C'est vraiment important parce qu'il faut un dispositif pour eux. C'est vrai qu'il y a la CIPC, il y a le Conseil national du dialogue social. Mais il faut pouvoir les structurer, les organiser. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'on a dû travailler avec le secteur du transport pour qu'on puisse aller à la création du Haut Conseil du transport. Parce qu'ils sont en attente d'une convention de branche pour que effectivement ce secteur-là soit mieux structuré et mieux organisé. Et donc nous sommes à la tâche pour que effectivement tous ces dossiers puissent avancer. Mais naturellement, vous savez que en Côte d'Ivoire, on vous dira la question de l'inflation. Mais c'est pourquoi nous, les syndicats, on travaille sur 2 segments pour juguler l'inflation. Le premier volet, ce sont les dispositifs de protection sociale. Le deuxième volet, c'est l'amélioration donc de la rémunération. Les deux, mis ensemble, nous permettent, nous, travailleurs, d'élever, d'augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs. Et c'est là que nous pourrons intervenir. Et enfin, dans le cadre du dialogue plus large, nous négocions avec la DGI des impôts pour que effectivement la pression fiscale puisse s'atténuer et permettre à tous d'évoluer. Donc nous travaillons sur tous ces segments à l'intérieur donc de ce dialogue social. La trêve sociale, hein, ça c'est en quelques secondes, vous allez me répondre. La trêve sociale, elle a renforcé ou affaibli le rapport de force des syndicats? La trêve sociale a renforcé la force des travailleurs. Quand vous n'êtes pas fort, vous n'obtenez rien. Quand vous voyez qu'on vous donne, c'est parce que vous êtes fort. Et à l'heure actuelle, vous voyez que le dialogue social nous permet d'aller à une unité d'action collective. Cette unité d'action permet de dire ce que nous disons est pour nous tous. Donc si ce n'est pas accepté, avec qui d'autre ils iront encore discuter? Voilà. Donc la trêve sociale et sa mise en œuvre a renforcé le pouvoir des syndicats et des travailleurs en Côte d'Ivoire. Et c'est déjà même une des notions clés de la Confédération syndicale internationale, travailler dans vos différents pays à renforcer le pouvoir des travailleurs et à faire en sorte que votre plaidoyer soit incisif et on ne puisse pas dire non à vos plaidoyers. Et elle vous a permis, hein, à la Côte d'Ivoire d'éviter des crises majeures. Mais je vous dis, notre ambition réelle et profonde pour la Côte d'Ivoire,
c'est de faire en sorte que, de par la stabilité sociale que nous créons, les investisseurs aient confiance à la Côte d'Ivoire pour dire, lorsqu'on investit de l'argent en créant une entreprise, on reçoit les dividendes par la capacité de travail du pays et par le respect des lois et par la stabilité. Le marché est fiable. Cette stabilité permet de faire en sorte que le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire soit dynamique, permettre à nos jeunes frères, nos cadets, nos enfants, de pouvoir demain avoir de l'emploi plus facilement. Et naturellement, dans ce contexte, vous voyez, les questions d'aborder les questions du travail décent devient plus aisées pour nous tous. Ouais. On peut donc dire aujourd'hui que la confiance entre syndicats et gouvernement est établie. Le gouvernement et le patronat. Confiance, syndicat, patronat, gouvernement, cette confiance-là, elle est aujourd'hui renforcée, totalement renforcée. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Voilà, ça s'améliore. Vous n'avez pas encore totalement confiance. Mais il faut qu'on fasse la formation. Toutes les parties doivent être formées, et jusqu'à dans les localités départementales. Donc, vous voyez, c'est une marche. Parce que vous savez pourquoi j'hésite à vous dire oui. Et? En Afrique, on dit quand tu félicites quelqu'un une fois, deux fois, la troisième fois, il s'en va dormir, il dit j'ai fini. La mission est accomplie, il n'y a plus rien à faire. Or, la vie est une marche jamais finie. Mais au regard des investissements consentis par l'État durant cette période, le rapport coût social, résultat obtenu, on peut dire qu'il est satisfaisant, même si vous hésitez à dire oui, à dire... Ce que nous avons acquis est largement satisfaisant. D'accord, très bien. Mais je suis un citoyen. Ça ne va pas plaire peut-être à mes camarades travailleurs, mais je dois le dire. Consentir 2970 milliards, nous devons mettre à la disposition des concitoyens ivoiriens une administration du service public performant, de telle sorte que quand des investisseurs arrivent, ils disent oui, c'est un pays qui est dynamique. Et ça, on doit pouvoir le faire. Deuxièmement, c'est sur la question du travail. Il faudrait que nous soyons à l'heure et nous soyons performants à notre poste de travail. D'accord. Parce qu'on ne peut que partager la richesse qu'on va produire. Et donc cette richesse, les augmentations que nous demandons sont en corrélation avec le niveau budgétaire. Donc vous verrez que si demain, nous sommes à 100 000 milliards de budget, eh bien, vous allez voir que peut-être qu'on aura le SMIC qui sont actuellement appliqués en Europe. D'accord. Donc c'est pourquoi il faut que chacun de nous, on se dise, on gagne, mais il faut encore davantage suer. Pour pouvoir demain avoir mieux. Avoir beaucoup. J'ai beaucoup de questions sur ma tablette. Cette émission est tellement suivie. Mais avant d'en venir aux questions de la tablette, monsieur le directeur général de la fonction publique, dites-nous, est-ce que cette trêve sociale a permis d'accélérer certaines réformes ou alors au contraire à gagner du temps face aux revendications? Ah non, il n'a jamais été question d'utiliser la trêve sociale comme une mesure dilatoire pour gagner du temps. Il n'a jamais été question de cela. Et je l'ai dit, la trêve sociale, c'est un choix. C'est un choix responsable du gouvernement et des organisations syndicales pour travailler en toute confiance à améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Pourquoi? Parce que justement, ce sont ces fonctionnaires-là qui peuvent, dans un confort, dans un mieux-être, délivrer un service public de qualité. Donc il est vraiment important que souvent je discute avec des fonctionnaires qui estiment que le gouvernement ne veut pas améliorer leurs conditions. Je dis non, c'est pas possible. Parce que le gouvernement lui-même, son action, c'est par les fonctionnaires. Parce que ce sont les fonctionnaires qui délivrent le service public. Et si le gouvernement combat les fonctionnaires, alors il se combat lui-même. Le gouvernement ne peut pas se combattre lui-même et il prend les mesures pour que les fonctionnaires soient dans de bonnes conditions. Et comme je l'ai dit, la trêve sociale a permis de travailler en toute sérénité, notamment, par exemple, la nouvelle loi sur le statut général, qui a des avancées en termes de droits sociaux qui y sont. Et tout ça, c'est à la faveur des fonctionnaires qui leur permettent aujourd'hui de travailler dans un plus grand confort
statutaires. C'est comme je le dis souvent, on est beaucoup agrippé sur les questions financières, mais les questions statutaires sont aussi importantes. Donc, il est important de savoir qu'on peut aller travailler et que si on a des problèmes, il y a des dispositifs qui nous accompagnent en termes de sécurité sociale, en termes de couverture sociale, et qu'on peut donc travailler en toute sérénité. Donc, il y a cet aspect. Et puis, évidemment, lorsque vous avez une telle stabilité, lorsque vous avez un environnement social qui est apaisé, ça vous laisse la possibilité de vous projeter. Or, lorsqu'on est dans un environnement de crise, on règle l'immédiat. On veut éteindre la crise pour revenir à une normalité. Or, lorsqu'on est dans la normalité, et c'est ce que vraiment cet environnement de dialogue social nous donne, on peut se projeter et on peut penser à reformer notre administration, à revisiter nos procédures et toujours dans l'esprit de délivrer un service public de qualité au bénéfice de nos concitoyens. Donc, voici les gains qu'un environnement apaisé permet d'obtenir. C'est cela. Je vais prendre quelques questions sur la tablette. Pourquoi cette année, dans le cadre de la trêve sociale, la revalorisation 2026 pas encore mise en œuvre? C'est première question. Merci pour les efforts consentis pour l'amélioration des conditions des fonctionnaires ivoiriens, mais est-ce que la prime des enseignants est envisageable? N'est-il pas temps de réparer cette injustice faite aux agents des 17 ministères qui ne bénéficient pas de primes trimestrielles? Cela ne serait que justice et équité pour tous les fonctionnaires. La trêve sociale signifie quoi? Bon, ça, on y a répondu largement. Une autre question, je voudrais savoir pourquoi dans un même pays, il y a deux catégories de fonctionnaires, ceux ayant des primes d'incitation et ceux qui croupissent sous le poids des dettes. Et puis, une dernière question pour arrêter avec la tablette. Bonsoir à vous. Je voudrais savoir, M. Soro, est-il syndicaliste ou avocat du gouvernement? Ah ouais? D'accord. Vous avez des questions là, allez-y, répondez-y. Allez-y. Oui, pêle-mêle, hein. Bon, il y a beaucoup de questions, mais je voudrais quand même appeler les fonctionnaires en général à ne pas vouloir être dans une vision dichotomique. J'entends deux catégories de fonctionnaires, les fonctionnaires à prime, les fonctionnaires non. Il y a les fonctionnaires. Nous sommes tous soumis au statut général avec nos droits et nos obligations. Mais évidemment, quand on rentre sur les questions financières, il y a effectivement, au-delà des primes, même les grilles salariales ne sont pas uniformes. On n'a pas qu'une seule grille salariale dans la fonction publique. On a des grilles salariales qui sont adressées à des types d'emplois. Et à côté, effectivement, on a la question des primes. Et la question des primes elle-même, lorsque vous la prenez, elle n'est pas uniforme. Vous avez certains ministères qui ont des primes, d'autres qui n'en ont pas. Mais c'est ce qu'il relève, là. Oui, j'y arrive. Et dans la catégorie des ministères qui ont des primes, ce n'est pas le même niveau. D'où la complexité, justement, de la question lorsque les syndicats du monde de l'éducation et de la formation ont mis la question sur la table. Le gouvernement leur a répondu que la question n'était pas éludée. Il n'était pas question de refuser d'aborder la question, mais il fallait l'adresser de manière responsable. Et l'adresser de manière responsable, c'était de faire un état des lieux, justement, de qu'est-ce qui existe. Ce qui existe est payé sur la base de quoi? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui n'en ont pas? Et comment trouver les ressources, justement, pour couvrir cette charge budgétaire pour l'État? Donc, c'est vraiment dans la démarche qu'il y avait, je veux dire, une incompréhension. Sinon, sur l'idée de la réalité de ce que les internautes vous envoient, il n'a jamais été contesté par le gouvernement qu'il y a des ministères où il y a des primes. Alors, la question des primes, on pourra faire une émission entière là-dessus, pour dire pourquoi certains ministères ont des primes et d'autres pas. Il y a une histoire sur les primes. Quand vous prenez dans le secteur économique et financier, l'histoire des primes est assise d'abord sur ce qu'ils appellent les droits compromis. Les droits compromis qu'eux arrivent à recouvrer et ils ont une quote-part un peu comme une ristourne et c'est ce qui est distribué. Et je ne vais pas dire malheureusement, toutes les administrations ne font pas de recouvrement. Donc du coup, toutes les administrations n'ont pas cette capacité donc d'avoir une quote-part de revenus sur un recouvrement. Vous voyez, déjà, l'objectif ou l'essence du métier d'un ministère peut effectivement arriver à... Monsieur le directeur général, comme la question revient, tout les fonctionnaires en parlent, est-ce que vous y songez quand même? Mais bien sûr. Voilà. Et à la faveur justement de cette grève, ou de ces grèves, parce qu'il y en a eu même deux, en 2024 et 2025, dans le secteur éducation-formation, la question est sur la table.
Et comme je vous ai dit, le comité consultatif de la fonction publique est l'organe qui est chargé d'examiner toutes ces questions. Et ce comité a effectivement, sur son agenda, la question de la généralisation de la prime dans l'administration. Mais cela, comme je l'ai dit, ne peut pas se faire au bout d'une prise de décision sans analyse prospective et la capacité de l'État à soutenir cette dépense. Donc c'est cet exercice qui est en cours. Et lorsque le gouvernement aura tous les éléments lui permettant de dire « je peux donner des primes à tous les fonctionnaires et cela ne va pas être compromis », alors le gouvernement prendra la décision. Donc c'est juste une question de patience, on a parlé de trouver la bonne solution. La bonne formule. On a parlé de révalorisation 2026, pas encore mise en œuvre. Bon, ça, je n'ai pas très bien compris. Oui. Non, ce que je puis dire, c'est qu'aussi, on doit essayer de regarder un peu nos systèmes de valeurs pour la continuation du développement de notre pays. Ça repose sur le capital humain, des ressources bien formées. Et c'est pourquoi il ne faut pas lier la question de la prime à la question de la collecte des ressources financières. C'est pourquoi nous voulons que la question soit adressée de façon générale et totale à l'ensemble des 8 familles d'emploi et des 34 départements ministériels selon eux. C'est pourquoi ils préfèrent parler de familles d'emploi. Donc toutes les familles d'emploi, à la fin de ce processus qui est enclenché, auront droit à une indemnité, à une prime de motivation. Et le deadline de tout ce processus-là, c'est le 8 août 2027. Il faut que cela soit connu. Ça, nous les syndicalistes, voilà notre ligne d'arrivée et de fin. Le processus prendra fin le 8 août 2027. Et je voudrais rassurer l'ensemble des fonctionnaires que tous les fonctionnaires auront droit à une prime. Le capital humain, les enseignants qui forment depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Comment vous faites pour en être si convaincu? Mais parce que la force réside dans le dialogue. Oui. Et la force réside dans notre capacité de travailler et d'améliorer le budget de l'État. On le fera et on sera à ce rendez-vous. C'est cette conviction que j'ai. Et quand vous êtes dans une démarche... Écoutez-moi. Quand vous êtes dans une démarche, soyez-en convaincus. Oui. Deuxième élément. Son histoire de révalorisation 2026, je pense que c'est dans les discussions, dans les salles de profs, dans les lycées et collèges, dans les écoles, etc. Oui, le plus tôt est le mieux, mais il y a un processus que nous avons engagé, dont une étude. Et cette étude est maintenant achevée. Donc nous allons dans la prospective. Comment on arrime tout cela dans un schéma financier stable et durable. Pour que quand ces indemnités sont données, elles soient données. Mais aussi, il y a un deuxième niveau qu'il faut regarder. C'est à ce moment-là qu'on parlera de spécificité dont parle le DG. C'est-à-dire, c'est au regard de la spécificité des métiers et des emplois qu'on affectera les indemnités liées à la profession. Chez nous, on parlera, les enseignants, on parlera de documentation pédagogique. Mais à la santé, on parlera d'indemnités de risque, etc. Donc, voilà comment, après, ça sera agencé. Mais... Ça sera agencé, ça, c'est vos calculs, c'est votre projection. Mais le directeur général dit que les ressources, d'où elles vont sortir, oui. Et est-ce qu'elles ne seront pas compromises au fil du temps? Est-ce que l'État est en train de travailler là-dessus? Je suis conscient, c'est nous-mêmes, parce que je fais partie du comité des experts qui avons souhaité que ce soit une étude scientifique rationnelle. D'accord. Et c'est ainsi sauf que vous avez déjà la conclusion de l'étude. C'est ainsi que le gouvernement a accepté de dire on prend le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, le CIRES, oui. Pour engager cette étude prospective. Et cette étude est quasiment achevée. D'accord. Et donc, il reste à ce qu'on exploite le document et de voir à l'intérieur ce qui est faisable, ce qui semble non faisable. Et donc, ce travail sera fait. Et ce processus-là, la fin, c'est le 8 août 2027. Tout sera connu. Les dates,
les montants des indemnités, les dates des effets, etc. seront connus. D'accord. Je voudrais quand même apporter un élément sur la question de est-ce que je suis avocat du gouvernement ou pas. Oui. Mais je voudrais le rassurer. Et vous voyez, c'est là l'intérêt de la formation. Ça veut dire, depuis le début de l'émission, il n'a pas compris ma posture. Je suis l'avocat non assermenté, peut-être, parce que je n'ai pas un diplôme d'avocat, des travailleurs de Côte d'Ivoire. Moi, quand je pratiquais le syndicalisme de la confrontation, j'ai 17 mois de suspension de solde. Je peux confirmer. Pour obtenir quoi? Rien. Non, pas rien, mais peu. J'allais dire le 10e de ce que j'ai obtenu en 10 ans sans confrontation. Donc lui, je l'informe que je ne suis pas un masochiste, me nourrir de la souffrance des autres. Je ne suis pas de cette école. Donc tout ce qu'il y a comme modernité, comme science moderne, qui nous permet de capter les résultats qu'on recherche, sans écueil, sans blessure, c'est ce que je fais. Monsieur Soro Et donc, Mamadou, tout ce que je fais, c'est au profit des travailleurs de Côte d'Ivoire. cela fait 7 ans, d'autres travailleurs, on va parler d'autres travailleurs. Oui, oui. Cela fait 7 ans que le décret concernant les dockers n'est pas appliqué. Vous êtes le mieux placé pour nous en parler. Oui, c'est de ça que je voulais parler. Je voulais dire, toutes ces questions nous permettent de chuter sur quelles sont les préoccupations en suspens. Et c'est l'une de ces préoccupations. Le 30 janvier 2019, par nos plaidoiries, le président de la République a accepté de signer un décret pour instaurer le statut particulier des dockers et dockers transit. En son article 20 de ce décret, il est prévu qu'un organe tripartite de gestion de la main de docker soit mis en place. Les employeurs manutentionnaires, l'organe de régulation, le régulateur, l'État, et les travailleurs, les dockers transit de Côte d'Ivoire soient mis en place. Donc ça, c'est une urgence que le nouveau ministre qui a en charge donc les ports d'Abidjan et de San Pedro devra mettre en œuvre parce que ça fait 7 ans. Et le 1er mai, nous avons exigé la prise de cet organe. Deuxième élément, vous avez vu, nous avons dit l'État aujourd'hui a le CIRES pour faire ses études prospectives. L'État a aidé le patronat de Côte d'Ivoire à créer la maison de l'entreprise qui lui fournit ses études prospectives. De même, l'État doit accompagner les centrales syndicales de Côte d'Ivoire pour donc créer la maison du travailleur qui fera aussi ses études prospectives. Ainsi qu'on vient à la négociation, le gouvernement a son document scientifique, le patronat, via la maison du travail, via la maison de l'entreprise, a son document scientifique. Et nous, les centrales, nous viendrons avec le document scientifique issu de la maison du travailleur. Et on prendra la ligne médiane de tous ces documents. D'accord. Troisième élément de préoccupation, actuellement, avec l'intelligence artificielle, sont nés de nouveaux métiers. Exemple, les VTC, les chauffeurs de VTC, les livreurs. Et ils travaillent sur des plateformes, mais ces algorithmes ont été mis par des employeurs et aujourd'hui ne sont pas réglementés. Vous prenez une voiture VTC à la RTI, vous allez à Bassam, c'est 15 000. Vous prenez, si vous allez à Benjerville, 15 000. Vous prenez un car ici, à la RTI, vous allez à Korogo, 600 km, 10 000 francs. Ça veut dire que l'État doit mettre en place un organe tripartite. Les employeurs de ces algorithmes, les patrons de ces algorithmes, le régulateur, l'État lui-même, nous, les travailleurs, les centrales syndicales, pour qu'ensemble, on regarde ces algorithmes et nous-mêmes, on fixe à l'intérieur les algorithmes pour fixer les prix, pour qu'on puisse réduire le coût du transport à Abidjan particulièrement, mais sur l'ensemble du territoire, puisqu'il y a VTC à Boaké, il y a VTC à Korogo, partout. C'est un moyen de déploiement fiable. De la même manière, les travailleurs de ce secteur ne doivent pas supporter seuls les risques. Ils prennent l'assurance, ils prennent le carburant, ils prennent la maintenance de ces véhicules. Non. Les risques encourus doivent être partagés entre l'employeur et le chauffeur. Travailleur. C'est cela. Laissez-moi finir Allez-y. sur la biologie médicale, parce qu'un peuple qui doit produire doit être en bonne santé. Il y a actuellement, sur la table de l'Assemblée nationale, il y a un projet de nouvelle loi sur la biologie médicale. Et dans cette loi, dans ce projet, ils veulent empêcher
les techniciens de la biologie, les ingénieurs de la biologie, de pouvoir arriver à l'ouverture de laboratoire de premier contact et de deuxième contact. Non. Il faudrait qu'il y ait une modification de ce projet de décret en son article 1, article 9 et l'article 27 pour que les techniciens de la biologie médicale et les ingénieurs qui constituent 85% du laboratoire soient pris en compte et que les laboratoires puissent être des laboratoires de proximité pour qu'on quitte les consultations asymptomatiques à des consultations scientifiques issues des explorations. Et vous verrez que la population se portera mieux. De même, il faudrait qu'effectivement l'État regarde sur la question de comment on fait en sorte pour faire la transition de l'économie informelle vers le formel. Merci. Et ça, nous avons des leviers sur lesquels on peut travailler, les structurer en mutuelle, en coopérative, et la réforme du secteur bancaire. C'est important. Vous voyez, quand tu fais de l'épargne, c'est 3,5%. Quand tu empruntes, on te dit 12 et à la fin, tu te retrouves à 20%, 22%. L'écart est trop vaste. Et ça, c'est l'emprunt qui dynamise le secteur de l'emploi. Donc, les petits, ceux qui ont des unités professionnelles de production, ils doivent pouvoir avoir accès au crédit bancaire et pouvoir transformer leur unité de production informelle en unité formelle. Et il y a les procédures administratives pour la légalité, la régularité et surtout l'enregistrement. D'accord. C'est souvent Merci. long. Merci, monsieur le porte-parole du G8. Monsieur le directeur général, on va passer au deuxième axe. Vous avez quelque chose là-dessus? Oui, non, c'est juste... je partage un peu ces préoccupations sur la question du capital humain. La seule chose que je voudrais dire, c'est que si j'ai rappelé l'origine, on va dire comme ça, de la prime, c'est parce que c'est dans une approche pédagogique. Parce qu'on entend souvent pourquoi. Alors, il faut donner une réponse au pourquoi. Même si je suis d'accord que le gouvernement est en train de travailler pour régler la question, il faut expliquer aux Ivoiriens, aux travailleurs, à la population ivoirienne, l'origine de la prime dans certains ministères. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que c'est... Et le mot est utilisé souvent, à mon sens, à tort, en parlant d'injustice. Il faut expliquer d'où on est parti. Maintenant, on n'est pas obligé de rester sur cette origine historique. On peut effectivement adresser la question en la mettant sur la table, en la mettant en rapport avec la productivité. Je suis d'accord avec lui, parce que c'est lorsqu'on est productif, lorsqu'on arrive à porter l'économie, que le budget de l'État se porte bien, que le gouvernement peut effectivement, et on l'a vu depuis 2022, tout ce qui a été fait parce que le gouvernement avait des possibilités budgétaires de le faire. Donc, tant qu'il aura des possibilités, le gouvernement pourra toujours prendre des mesures en faveur. Si la trêve sociale a permis, nous y revenons, M. Soro, si la trêve sociale a permis d'éviter les crises ouvertes, plusieurs revendications restent sur la table. Pouvoir d'achat, primes, conditions de travail, vous vous en êtes rendu compte. Les attentes, elles sont nombreuses. Certaines avancent, d'autres stagnent et la frustration monte dans certains secteurs. Quels sont les dossiers qui cristallisent encore les tensions? Le point avec Tao F. La trêve a certes permis de stabiliser le front social et de soutenir la croissance économique. Elle a aussi, en filigrane, reporté certaines urgences. Aujourd'hui, plusieurs dossiers restent en suspens. D'abord, la question du pouvoir d'achat, devenue plus pressante dans un contexte de hausse généralisée des prix. Pour plusieurs travailleurs, les augmentations salariales restent en décalage avec le coût réel de la vie, ravivant un sentiment d'injustice sociale. Ensuite, le chantier de l'harmonisation des grilles salariales et des primes continue de cristalliser les tensions. Entre fonctionnaires, agents contractuels et salariés du privé, les écarts demeurent, alimentant frustration et incompréhension. À cela s'ajoute la problématique des arriérés et augmentations non totalement exécutées qui fragilisent la confiance entre partenaires sociaux. Dans les secteurs clés comme l'éducation et la santé, les revendications vont au-delà des salaires. Elles touchent aux conditions de travail, aux infrastructures et à la reconnaissance professionnelle. Des préoccupations profondes, parfois récurrentes, qui témoignent d'un malaise structurel. Autre enjeu, la réforme des retraites. Entre nécessité d'adapter le système et exigence de justice sociale, le débat reste sensible.
Les travailleurs attendent des garanties claires sur leur avenir. Enfin, le dialogue social est parfois jugé trop lent, pas suffisamment inclusif, voire réactif uniquement en période de crise. Or, une trêve durable ne peut reposer sur le seul compromis, mais sur une écoute permanente et des réponses anticipées. 10 ans après, la trêve sociale apparaît donc comme un socle, mais non une finalité. Car, au-delà de la paix sociale, c'est un nouveau contrat de confiance qu'il faut bâtir, fondé sur l'équité, la transparence et la capacité à répondre concrètement aux attentes des travailleurs ivoiriens. Vous en êtes rendu compte, ce n'est pas du tout la voix de Ève Boué. Siaka Kone a signé ce reportage. Bonnes vacances à vous, Tao Ève Boué. Monsieur le directeur général de la fonction publique, les syndicats parlent de lenteur dans l'application des engagements. Vous leur répondez quoi? Des lenteurs. Je pense que M. Soro Mamadou est là, il pourra donc en parler aussi, puisque comme il a dit, nous sommes dans un cadre de concertation où toutes les parties sont représentées. Et les mesures qui sont prises sont appliquées. Donc, quand on parle de lenteur, sauf si on me parle de la discussion sur la prime, sinon, les mesures qui ont été prises... C'est le sujet qui prend le plus de temps. Sinon, les mesures qui ont été prises par le chef de l'État en août 2022 ont été appliquées immédiatement. Je rappelle que les mesures ont été prises le 6 août et le 30 août ont été effectivement payées à l'ensemble des fonctionnaires, donc sans même un décalage d'un mois. Donc on ne peut pas parler de lenteur de ce point de vue. Tous les engagements du gouvernement ont été pris sur la première trêve sociale, ça a été fait. Sur la deuxième qui est en cours, sont également faits parce qu'on a le nouveau statut général qui a été voté, on a toutes les revalorisations salariales qui ont été prises et les questions qui étaient à traiter dans le comité consultatif de la fonction publique sont adressées, notamment la question du relèvement de l'indice référentiel de base et la question de la grille salariale plus équilibrée, qui sont des questions inscrites dans le protocole portant trêve sociale, auquel c'est venu s'ajouter la question de la généralisation de la prime dans l'administration. Voilà. Et donc, c'est ces trois questions financières lourdes qui ont donné lieu à la mise en place du comité des experts. Et comme je l'ai dit, les syndicalistes même sont membres de ce comité et le recours aussi reste comme cabinet pour faire donc l'analyse en termes donc de soutenabilité. Il faut bien le noter, c'est une projection en termes de soutenabilité parce que l'idée de payer une prime à tout le monde, ce n'est pas un paiement unique. Une fois que le gouvernement s'engage, c'est un paiement qui doit être permanent et ad vitam aeternam. Il en est de même pour l'indice référentiel de base. Si cet indice qui est de 233,46 aujourd'hui, c'est la valeur du point d'indice. Si cet indice est relevé, ce sera pour toujours et pour tout le monde. Donc, c'est clair que l'impact de ce type de mesures étant très fort, il est important pour le gouvernement, en toute responsabilité, de baliser et de s'assurer de sa capacité à supporter une prise de décision allant dans le sens d'une revalorisation ou d'une généralisation de la prime. Donc, ce n'est pas de la lenteur, mais c'est une démarche stratégique, structurée et méthodologique pour arriver à une prise de décision responsable. Monsieur le porte-parole du G8, le 1er mai dernier, vous avez réaffirmé plusieurs revendications. Comment ça se fait que, malgré la trêve sociale qui existe, ces revendications sont encore d'actualité? Merci. Ce que je voudrais donner comme information, pour ce que les enseignants du préscolaire à l'enseignement supérieur ressentent relativement à la prime, je vais lui rappeler un fait historique. C'est qu'en 2006, nous avions voulu, du fait de nos mauvais reclassements, au regard du bac plus 4 et bac plus 6, nous avons voulu la suppression des grades A1 et A2 pour être reclassés en A3 et en A4. Et au moins, ce reclassement était fait avant l'achèvement de ce processus. Le ministre même qui était chargé de conduire le processus, c'est-à-dire le ministre de l'Emploi de l'époque, Hubert Olaï, a fait prendre le décret du 21 septembre 2008
pour donner des indemnités du grade D au grade A7 aux agents de la fonction publique. Indemnité qui part de 165 000 à 360 000, 365 000. Et c'est au moment où on obtenait la réparation d'une injustice qu'on constatait que l'épine dorsale de notre dispositif de la fonction publique, qui devait donc être celui-là qui crée l'équilibre entre les familles, lui-même s'est octroyé. C'est ce qui a commencé à créer la confusion. Ce n'est même pas une confusion, le malaise chez les enseignants de Côte d'Ivoire. Donc ça, pour les rappels historiques, il faut qu'ils comprennent pourquoi. Mais j'étais là. Ça bouillonne. Parce que le débat ne va pas tourner autour des primes. Voilà. Mais bon, quoi que je partage pas cette analyse. Qu'est-ce que nous demandons exactement actuellement et pourquoi il y a des préoccupations? Je dois vous rappeler que le 1er mai est un cadre du dialogue social. Donc, c'est une commémoration des aînés, de ceux-là qui nous ont permis de passer de 12 heures de travail par jour à 8 heures. Et on en prend le symbole de Chicago, c'est parce que là-bas, il y a eu la plus grande tuerie. Mais sinon, en Angleterre, en Australie, il y a eu des tueries, mais on a pris le symbole de Chicago pour le matérialiser. Donc, en rendant hommage à tous les dévanciers qui nous ont permis d'avoir un droit du travail suffisamment progressif et protecteur, il faut revendiquer. C'est une tribune idéale indiquée pour continuer le dialogue social, et c'est là un lieu, une tribune pour explorer de nouvelles pistes et donc poser de nouvelles problématiques. Voilà donc, le 1er mai, dans sa phase telle que vous l'avez vu, c'est un bon signe. Cela démontre que oui, nous sommes partants pour le dialogue social. Sinon, il y a des pays où les gens refusent d'aller au 1er mai exprimer leurs préoccupations devant les gouvernants parce qu'ils sont dans une posture de confrontation. On se retrouve quand la machine sera paralysée et que le rapport de force sera en faveur des travailleurs qui sont les plus vulnérables. Non, c'est un moment où on doit effectivement exposer les différentes préoccupations. Mais on peut... Dans ces préoccupations, on doit pouvoir noter qu'il y a aussi des questions essentielles qu'on doit regarder. Oui, parmi ces questions essentielles, il y a quand même, quand on regarde la question du logement. Dans le logement, il faut voir 2 rubriques. Il y a l'accès au logement et il y a la problématique du coût du logement. Parce que le logement fait partie de la dignité humaine. Et ça, on doit pouvoir regarder encore. C'est vrai qu'il y a eu la loi sur 2 mois de caution et 1 mois d'avance, c'est-à-dire 3 mois. Mais quand le coût est exorbitant, l'accès est compliqué, est difficile. Donc ça, on doit pouvoir jeter un coup d'œil sur la question de la cherté du logement et surtout de l'accès à la propriété immobilière. Mais c'est pourquoi, dans les discussions, nous avons 2 suggestions que nous allons faire lorsque nous allons faire ces discussions. Deuxième élément que nous pouvons donc noter, c'est que aujourd'hui, comme nous sommes tous d'accord, que toutes les familles d'emploi auront une indemnité, une prime de motivation, c'est OK. Après, il faut que dans les ministères sectoriels, ils arrivent à identifier la prime spécifique rattachée à la profession qui est exercée. Ça aussi, c'est pourquoi j'ai dit, nous allons élever notre niveau de conception, d'analyse, pour que nos propositions soient des plus pertinentes et puissent convaincre. Ça, nous allons faire ce travail. Nous partons aussi sur une problématique qui est que les mécanismes de contrôle. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on tend vers 50 000 entreprises. On vote un SMIC. Et le SMIC est respecté dans les entreprises qui sont membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire au nombre de 3 505 000 membres. Mais vous voyez qu'il y a 30 000 qui sont là et qui sont hors du dispositif et de la FIPME. Ils sont hors. Et ils ne veulent pas se soumettre aux orientations.
Donc, il faut que nos mécanismes de contrôle de ces entreprises soient des plus robustes et soient vraiment de proximité. Pour qu'effectivement, la loi soit appliquée sur l'ensemble du territoire et dans l'ensemble des localités de Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je pense que des consignes et des dispositifs doivent être faits. C'est pourquoi les inspecteurs du travail, on a toujours insisté pour qu'ils aient droit à des moyens de déplacement et aussi à leurs indemnités pour les mettre à l'abri de ce qui pourrait être la tentation dans une entreprise donnée. Le mécanisme aussi de contrôle sur la question des coûts des produits de première nécessité. En personnel, nous disons qu'ils sont peu, donc il faut recruter plus, mais aussi leur donner les moyens de faire ces contrôles. Parce que, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est aussi ça. Hein? Et puis, il faut qu'on lutte contre ce qu'on appelle les produits illicites. Les produits illicites, les trafiquants de toutes sortes. Vous avez vu les découvertes d'Anyama, mais il y en a plein. Et vous voyez, ça participe à réduire le niveau de l'espérance de vie des Ivoiriens. Parce que ce sont des produits fabriqués dans des conditions désagréables, dégueulasses, peu d'hygiène. Donc ça, les mécanismes de contrôle, on insiste là-dessus parce que ça a protégé donc l'ensemble des... Monsieur le directeur général de la fonction publique, je reviens à ces revendications qui reviennent chaque année lors de la célébration de la fête du travail. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est le signe d'un dialogue social qui tourne en rond. Non. Par exemple, parce que... Laissez-moi répondre aussi, parce que... Il va répondre d'abord, monsieur le directeur général. Le 1er mai, il y a un mécanisme de fonctionnement qui n'est pas forcément lié au secteur public. Dès qu'on finit le 1er mai, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale fait une réunion avec nous pour nous accorder sur la matrice, c'est-à-dire la compilation des préoccupations exposées dans les grands cahiers. Tout à fait. Quand on est d'accord sur la compilation de cette matrice, alors le ministre de l'Emploi adresse à chacun des départements ministériels les préoccupations qui le concernent. Monsieur le directeur général, allez-y. Oui, non, je confirme. Je confirme ce qu'il vient de dire. C'est la démarche et c'est comme ça que ça marche. Mais revenant à la question, le fait que les organisations syndicales reviennent sur des préoccupations qui ne sont pas réglées. On dit comme ça, année après année, est-ce que ce n'est pas le signe que le dialogue social tourne en rond? Je dis non. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la relation entre le travailleur et l'employeur est une relation dialectique, dynamique. Et les demandes ne se racontent pas toujours immédiatement. Il y a une sorte de travail à faire pour qu'il y ait convergence entre l'attente du travailleur et les possibilités de l'employeur, qui peut être donc l'employeur du secteur privé ou le gouvernement, dans le cas où le gouvernement se présente non pas comme régulateur, mais comme lui-même employeur. Donc, quand c'est les fonctionnaires qui ont une demande. Donc, la question peut revenir. Le fait qu'elle revienne ne veut pas dire que le dialogue social est en panne, mais ça veut dire que la préoccupation est toujours actuelle et que les partis en présence sont d'accord pour adresser la question. Je voudrais peut-être profiter de cette question pour dire que, justement, malheureusement, certains syndicats, ça je vais parler un peu comme les syndicalistes, certains syndicats qui ont rué dans les brancards et qui ont fait des grèves, ont estimé d'ailleurs que la trêve sociale était la négation du droit syndical. Ce qui est une mauvaise compréhension, effectivement, de la trêve sociale. Et je pense que M. Soro Mamadou a parlé de formation. Il est important qu'on soit tous formés et qu'on comprenne qu'aller à une trêve sociale ou aller à une négociation, ce n'est pas remettre en cause sa raison d'être en tant qu'organisation syndicale. Ce n'est pas renoncer à revendiquer, mais simplement c'est revendiquer dans un cadre responsable, apaisé et trouver ensemble les solutions
qui sont soutenables pour tous. Donc c'est ce qui est important à retenir. Et la dernière question que je vais prendre sur ma tablette, c'est pourquoi le nouveau statut de la fonction publique ne se penche pas sur l'indice de salaire qui date depuis 1960? Monsieur le directeur général, à quand le changement? Non, justement. Car nous sommes en 2026. Non, justement, le statut général de la fonction publique, sa vocation n'est pas de modifier l'indice. Ce n'est pas son rôle. Le statut général pose les grands principes et renvoie justement à des décrets, des textes d'application, donc des décrets pour venir appliquer ces dispositions. Donc la question de l'indice, la question de l'indemnité contributive au logement, la question donc des indemnités spécifiques, il en a parlé un peu. Tout cela, le statut le prévoit, mais de manière générale. Et il appartient maintenant aux différents ministères interpellés par ces questions de travailler à mettre en place l'indemnité ou la prime, si tant est que c'est une indemnité ou une prime, en prenant un décret, donc un texte d'application qui va donc venir appliquer. Donc ce n'est pas le statut qui travaille sur l'indemnité ou sur l'indice, mais ce sont les décrets. Et on en a parlé, ce travail est en cours et il va être, dans le cadre du comité consultatif du dialogue social, adressé. Et je voudrais aussi, par rapport à ce que M. Soro Mamadou a dit sur les questions d'indemnité, de primes et tout cela, qu'effectivement, il faut qu'il y ait une formation. Parce que indemnité, prime, ce n'est pas le même objet. Ce n'est pas le même objet. Donc, il est important que cela soit dit et expliqué aussi, pour ne pas qu'à un moment, il y ait une confusion entre une prime et une indemnité. Donc, les indemnités peuvent être liées à une fonction, peuvent être liées à une spécificité d'un métier, mais la prime, elle vient en compensation d'un travail exceptionnel, en rétribution d'un travail exceptionnel. Donc, c'est déjà ça est dans le statut général. C'est-à-dire c'est grande définition de ce que c'est qu'une prime et dans quelles conditions on donne une prime, ce que c'est qu'une indemnité et dans quelles conditions on donne une indemnité. Donc, ça balise pour que derrière, les discussions puissent se dérouler et qu'on puisse aller vers des solutions qui mettent les fonctionnaires, les agents de l'État dans des conditions matérielles acceptables pour l'exercice du métier pour lequel ils ont été recrutés à la fonction publique. C'est ça. Au-delà des institutions, la trêve sociale concerne d'abord les citoyens, les travailleurs, les fonctionnaires, les jeunes. Tous ont des attentes fortes. Entre espoir et scepticisme, comment perçoivent-ils cette trêve sociale? Et surtout, que souhaitent-ils pour l'avenir? Écoutons ces réactions recueillies par Siaka Kone. Qui parle de climat apaisé, pas de stabilité sociale. Et une fois qu'il y a une stabilité sociale aussi, cela impacte sur l'économie du pays. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que même la jeunesse accompagne les belligérants, ou s'il faut dire l'État et les différents syndicats dans la décision. La preuve, on vient de lancer le concours de l'ENS. Nous sommes à plus de 24 000 candidats. Pour dire que les enfants, aujourd'hui, croient à leur avenir. Nous pouvons encourager l'État de Côte d'Ivoire et toujours encourager les syndicats. Parce qu'aujourd'hui, avec même le 13e salaire, étant qu'enseignant, il y a un 13e salaire aujourd'hui qui doit être concluant. Je souhaiterais que, avec la liberté d'expression aujourd'hui, avec la presse, qu'on donne toute la chance aux différents citoyens, à toute la gente de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, espérant aider la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Mais il faut que l'État respecte toutes les promesses. Depuis 2023, les fonctionnaires enseignants du secteur éducation-formation luttent pour l'octroi d'une prime d'incitation en faveur des personnels. Et au-delà de ces fonctionnaires du secteur éducation-formation, il y a plusieurs ministères dont les fonctionnaires n'ont pas de prime. Pour nous, c'est une question préalable. Ça dit que cette question qui est posée, pour laquelle l'État a commis des experts pour faire des études, il faut que l'État donne une réponse idoine. Il faut que cette prime-là soit octroyée. Ce sera un signal fort pour pouvoir nous amener vers une autre trêve. Signer la trêve veut dire privilégier les discussions. Mais pour qu'on puisse privilégier les discussions, il faut que ce soit des discussions constructives qui apportent des résultats. Parce que c'est lorsqu'il y a des résultats que les gens sont satisfaits, ils ont confiance en ces discussions. Mais si c'est pour tourner en rond et ne pas avoir des résultats tangibles, il va de soi que la grève connaît donc une rupture parce qu'il y a des mécontentements. Et il faut maintenir le dialogue social permanent entre le gouvernement et les syndicats.
Ça va permettre donc d'anticiper tout ce qui est grève avant que ça ne vienne à maturité. Et de l'autre côté, l'État aussi doit respecter ses engagements. Parce qu'au niveau de la trêve sociale, on essaie donc de prendre des engagements. Il faut que l'État respecte. L'autre perspective, il faut donc la responsabilité des syndicats. Vous voyez que malgré donc l'existence d'un cadre de dialogue, d'autres syndicats sortent donc de ce dialogue donc pour déclencher des grèves. Et cela donc retarde. Or, nous savons qu'on n'avait pas besoin donc de faire des grèves. Pendant ces 10 ans, on a eu beaucoup d'acquis. Et il faut donc qu'on continue en toute responsabilité. Et les gouvernements également doivent essayer de renforcer la performance administrative parce qu'il y a des crises qui dénotent également de la lenteur dans le traitement des dossiers administratifs. Je pense que tout cela mis ensemble peut nous permettre donc d'avoir des acquis. Quand nous voyons aujourd'hui la révision des salaires, à la hausse des salaires des employés, du moins des salariés de la fonction publique, des retraités du secteur privé, l'augmentation du SMIC et beaucoup d'autres avantages liés au bien-être donc des travailleurs, nous pensons que le gouvernement donne à travers ces différentes actions-là des gages d'assurance donc à ces travailleurs et par ricochet aux populations. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, réaction. Oui, merci beaucoup, Monsieur Diaby. Alors, je note, si on écoute cet élément, deux types de réactions. Une réaction une première catégorie de réaction qui met en avant la question de la responsabilité des différents acteurs, c'est-à-dire les syndicalistes comme l'administration, en vue donc de poursuivre les efforts pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Et on a une autre catégorie qui fait de la question de la prime littéralement un préalable à la poursuite des discussions, à la poursuite donc de l'apaisement social. Je voudrais quand même rappeler à tous que la question de l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires est au cœur de la stratégie du gouvernement. Parce que souvent, on a l'impression qu'il y a un conflit entre le gouvernement et ses employés qui sont les fonctionnaires. Ce n'est pas possible. Et le président de la République en a fait son cheval de bataille. Maintenant, le ministre d'État nous donne les instructions pour travailler quotidiennement à améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. C'est ce qui est fait. Et toutes les trêves qui ont été signées, surtout la deuxième en cours, on l'a dit, on l'a suffisamment répété, les mesures qui ont été prises l'ont été par le chef de l'État de manière vraiment tranquille, sans pression, sans grève, sans menace. Donc, pour la question de la prime, j'en appelle vraiment au sens de responsabilité de tous, à commencer donc par certains syndicats qui estiment que c'est une question préalable à toute négociation. J'estime que c'est une mauvaise approche parce que tout ce qu'on a obtenu, M. Soro Mamadou en a parlé suffisamment, près de 2000 milliards, plus de 2000 milliards. Près de 3000, 2970. De gains, on n'a pas eu besoin d'aller faire des grèves pour cela. Donc, si la question de la prime, il faut intégrer un élément essentiel, c'est que la généralisation de la prime ne peut se faire que de manière responsable. C'est-à-dire, quand on dit de manière responsable, c'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas s'aventurer à dire je donne une prime ou je généralise une prime sans avoir les assurances de tenir son engagement. C'est ça aussi la responsabilité. Donc cette responsabilité-là ne veut pas dire un refus. Le refus aurait été de ne même pas ouvrir les discussions autour de la question. Alors que tout le monde le dit, tout le monde le rappelle, les discussions ont eu lieu, il y a un cabinet qui a été commis et qui a fait les premières conclusions et qui vont continuer à être analysées dans le cadre du comité des experts. Pourquoi on en arrive justement à proposer quelque chose au gouvernement qui soit réaliste et réalisable. Vous nous rassurez donc des mesures fortes sont prévues pour répondre aux revendications les plus urgentes à court terme. Forcément, parce que le président de la République, il est à l'écoute. C'est un bon père de famille, il est à l'écoute des pleurs ou des cris de ses enfants qui sont les fonctionnaires et généralement de tous les Ivoiriens. Et donc, il prend des mesures spontanément. Comme je l'ai dit, la prime ado, le passage de 1 tiers à 2 tiers, ça a été fait au cours du message à la nation en fin d'année. Donc, sans qu'il n'y ait eu de pression ou de demande particulière. Donc, c'est une dynamique
qu'il faut entretenir, mais il faut rester dans un cadre de confiance réciproque pour qu'on puisse avancer. Justement, cadre de confiance réciproque. Comment maintenir un climat social apaisé sans ignorer pour autant les frustrations qui s'accumulent, qui peuvent s'accumuler? C'est à moi? Oui. Ok, merci. Non, c'est de consolider le cadre du dialogue social, à savoir faire passer ça d'une trêve compensatoire, parce que ce qui passe là, ça veut dire qu'on est dans la compensation. C'est-à-dire que pour tel truc, on essaie de rapidement régler avec des questions financières. Mais quand on veut régler des choses dans l'équité, il ne s'agit pas de donner la prime aux enseignants seuls. Tous les autres ministères qui sont sans prime, on doit leur donner pour régler la... Est-ce qu'on doit retenir que la revendication principale, le problème qui existe, le problème le plus important, c'est la prime? Pour l'heure, elle est d'actualité et il nous faut effectivement aller dans... pour arriver à la fin de ce processus, le 8 août 2027, apporter la réponse à la prime, il faut, de mon point de vue. Voilà. Ça, et c'est pourquoi on a commis effectivement le CIRES pour faire cette étude effective. Et je pense que à la conclusion du 8 août 2027, nous aurons les réponses claires où chaque famille d'emploi, selon son grade, aura la prime qui sied et la date d'effet financier. Ça, je voudrais donner cette assurance. Deuxième élément, j'ai dit que, effectivement, vous avez vu d'entrée de jeu de l'émission, ma posture. Mais quand on vient dans le dialogue social, il faut pouvoir créer le climat de confiance entre les parties. Mais cela suppose que le respect mutuel doit se faire dans un langage diplomatique et respectueux. Troisièmement, il faut être toujours dans la recherche du consensus. Celui qui donne te dira, je ne peux te donner que ce que j'ai. Toi, tu diras, je veux que tu me donnes ce que je veux. Donc, entre les deux, il faut trouver la ligne médiane pour recevoir. Donc, la recherche du consensus. Et 3, après, ça devient un accord parti, où sa mise en œuvre est faite par les deux parties. Donc, je voudrais rassurer aujourd'hui les fonctionnaires agents de l'État du Côte d'Ivoire que le processus est enclenché et l'agenda de travail est là. Et nous ne sommes pas à pas en train de le faire. Et tous les fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire, au 8 août 2027, chacun aura la prime selon son grade. Deuxième élément... Le gouvernement est représenté ici par le directeur général de la fonction publique qui ne le confirme pourtant pas encore. Mais vous confirmez... dans un processus. Non, mais j'ai foi au processus. Voilà, il le dit, mais sinon on est dans un processus. Et je suis convaincu. On n'a pas encore les résultats. Bon, je ne sais pas pourquoi il a la certitude qu'à cette date... On va terminer. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une ligne rouge qui pourrait mettre fin à la trêve sociale? Mais forcément. C'est quoi? Forcément. Je vous ai dit, il faut pouvoir ensemble. Parce que, vous savez, la formation coûte cher. Il faut que l'État accepte que les deux parties, au niveau du secteur public, soient formées. De l'autre côté, il faudrait que le patronat accepte que les deux autres parties soient aussi formées. Troisièmement, il faudrait qu'effectivement, sur des questions qu'on pense qui sont d'actualité, comme la prime au 8 août 2027, il faut qu'on ait quand même les conclusions. Merci. Voilà. La trêve sociale a permis d'éviter des crises, mais est-elle finalement une fin en soi? Car au-delà du silence des grèves, la voix des travailleurs s'élève quand même et ils demandent à être entendus, les travailleurs. Le véritable défi aujourd'hui, ce n'est donc plus seulement de préserver la paix sociale, mais qu'elle demeure juste, équitable, comme l'a dit Soro Mamadou, et surtout durable. Merci à nos invités, Monsieur le directeur général de la fonction publique et Monsieur le secrétaire général de la centrale Humanisme, porte-parole du G8, les 8 organisations signataires de la trêve sociale. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI, à la chaîne qui rassemble.